Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le ministère de la Communication a organisé donc la clôture d'une formation au profit de 100 jeunes de la commune de Balbala en conduite. Et élections législatives en Afghanistan, plusieurs explosions dans les centres de vote à Kaboul. Bonsoir. Une cérémonie de fin de formation en conduite pour 100 jeunes de la commune de Balbala s'est tenue ce matin sous la houlette du ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougui. Cette formation de 6 mois en conduite a été donc ainsi clôturée par cette cérémonie de remise de certificats et de permis de conduire à ces 100 jeunes issus de la commune de Balbala. Formation qui s'inscrivait dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes et facilitait ainsi leur insertion dans le milieu professionnel. Pour le ministère de la Communication, organisateur de cette formation, il s'agit surtout d'outiller les jeunes en leur donnant les bagages nécessaires pour les sortir du chômage et donc de la pauvreté. Outre le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, la cérémonie s'est tenue en présence du président de la commune de Balbala, des sages de cette circonscription. Et à l'issue de la cérémonie, les bénéficiaires nous ont fait part de leur entière satisfaction quant à cette initiative du ministre de la Communication en leur faveur. Et le président de la commune de Balbala, dans son intervention, tenu à remercier le ministre de la Communication pour la mise en place de cette formation au profit de 100 jeunes. Il a indiqué que les permis de conduire qu'ils viennent d'acquérir devraient leur permettre de trouver un emploi et sortir ainsi du chômage. Et pour sa part, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougui, a donc indiqué que cette formation de 6 mois allait apporter des changements dans la vie de ces jeunes. Une initiative, a-t-il dit, qui va se poursuivre pour d'autres jeunes et dans d'autres disciplines de la capitale, a-t-il souligné. Le ministre de la Santé a reçu en audience la nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne accréditée à Djibouti, Anke Holstein. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du département ministériel de la Santé. L'entrevue a porté donc sur les différents volets de la coopération existant entre les deux pays, les conditions aussi qui sont propices au renforcement de cette coopération dans le domaine sanitaire. Les discussions ont donc tourné autour des grandes lignes de la politique sanitaire telle qu'édictée par le président de la République et mise en œuvre par le ministère de la Santé. La nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne a salué les efforts du gouvernement djiboutien tournés vers le développement du système sanitaire, notamment à travers l'extension de la couverture sanitaire universelle et l'amélioration de la qualité de l'offre de soins à Djibouti. Tout en remerciant le ministre de la Santé pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité remarquable qui nous a été réservée, la diplomate allemande s'est dit disposée à contribuer pleinement au processus national de développement du système de santé. Dans l'actualité également, sous la présidence de l'honorable Abdurrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie donc jeudi pour l'examen des textes suivants. Projet de loi numéro 22 portant ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale économique africaine, et projet de loi numéro 28 portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. L'examen du premier texte a vu la participation du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, accompagné de ses proches collaborateurs, et la seconde ratification qui a recueilli l'avis favorable des commissaires pour sa transmission et adoption en séance publique s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali. Le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles en étroite collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable et en partenariat avec l'ENDA Énergie a clôturé un séminaire de formation portant sur la politique économique de l'énergie. Ce séminaire avait pour objectif de faire doter les participants des connaissances nécessaires pour assurer l'élaboration et la mise en œuvre réussie des politiques énergétiques dans leur pays. Cette formation régionale s'inscrit dans le cadre du programme 2015-2018 de l'Organisation internationale de la francophonie intitulé « Intégration des objectifs du développement durable dans les politiques et stratégies régionales, nationales et locales ». De régulation et d'instruments innovants de financement de l'accès aux services énergétiques pour les populations rurales et périurbaines, une mise à disposition de modèles de planification de l'offre et de la demande, une comptabilité énergétique nationale basée sur des données fiables, une mise en place
d'espaces d'apprentissage de la planification pour disposer d'une masse critique d'acteurs aptes à assurer justement la planification, mais aussi des mécanismes de suivi appropriés. Et dans son intervention, le secrétaire général du département de l'énergie a rappelé que les objectifs de la formation consistent à doter les participants d'outils indispensables pour l'élaboration et la mise en œuvre réussie de la politique énergétique. On l'écoute. Formation a été bénéfique à plusieurs égards. D'abord, ça a permis de rencontrer différents stagiaires ici de différents milieux, différents ministères. Donc cela a permis d'échanger, de faire naître de nouvelles idées. Ça nous a permis aussi à nous autres responsables des ministères de rencontrer de manière, en aparté, un certain nombre d'intervenants. D'abord les représentants de l'OIF. On a discuté de différents partenariats qu'on pourrait mettre en place dans le futur. Donc déjà on est en discussion pour la mise en place d'un système d'information énergétique, pour la signature d'une convention de partenariat. On a discuté aussi avec les responsables d'Enda Energy, avec les secrétaires généraux de l'organisation de producteurs de pétrole africains, d'un certain nombre d'intervenants qui sont venus ici, les représentants de l'ADEME de France. Donc ça nous a permis de rencontrer un certain nombre de gens en marge de cette formation. Donc cela a été vraiment bénéfique pour nous autres. Vos recommandations permettra à notre pays d'avoir une politique de l'économie d'énergie ou une politique d'énergie tout simplement fiable pour le développement de nos ressources énergétiques de manière à la rendre abondante, disponible, stable et de bon marché pour nous autres Djiboutiens, mais aussi pour les tissus industriels du pays. Et à l'issue de la cérémonie de clôture, notre équipe sur place a recueilli les réactions des participants. Également dans l'actualité, dans le cadre du projet eau, hygiène et assainissement, l'association ADIM, Association pour le développement intégré de Mabla, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a réalisé du 12 au 13 octobre dernier 3 activités à Tadjoura, dans les villages de Kalaf, Sagalou et Adali, auxquelles ont participé donc massivement les villageois et villageoises, accompagnés des chefs coutumiers et des sages qui n'ont pas manqué d'interpeller le président de l'association sur les problèmes liés à l'hygiène. Considérant que le taux de morbidité abaissera significativement, l'association ADIM et l'UNICEF ciblent un changement décisif de comportement. Au programme de ce déjourné de travail était inscrit notamment la restitution des résultats des enquêtes réalisées précédemment sur les connaissances, attitudes et pratiques des ménages, sur les thèmes du projet eau, hygiène et santé assainissement, la formation des relais communautaires et la distribution des kits d'hygiène. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. À Gaza, notamment, 130 Palestiniens blessés par l'armée d'occupation israélienne. Sur ces 130 Palestiniens, 77 personnes ont été blessées par des tirs à balles réels de l'armée d'occupation israélienne. Il s'agissait du 30e vendredi consécutif de mobilisation dans l'enclave palestinienne sous blocus israélo-égyptien depuis plus d'une décennie. L'aviation israélienne avait mené cette semaine une série de raids contre une vingtaine de positions dans la bande de Gaza, tuant ainsi un Palestinien et en blessant d'autres. Cette répression israélienne intervient à un moment où l'enclave palestinienne traverse une grave crise économique et les forces militaires israéliennes ont renforcé leur présence militaire le long des frontières avec la bande de Gaza pendant que l'aviation israélienne survolait intensivement les régions de la bande. Il convient donc de rappeler que le nombre de martyrs atteint 205 et plus de 22 000 Palestiniens ont été blessés par balle de l'occupation depuis le 30 mars dernier. Et toujours actualité internationale. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Il convient Samatar de souligner que les élections législatives en Afghanistan, plusieurs explosions ont eu lieu dans des centres de vote à Kaboul notamment. Effectivement Ahmed, en Afghanistan où une quinzaine d'attaques terroristes a perturbé ce samedi le déroulement des élections législatives. Et ceci à Kaboul, au moins de 3 personnes ont été tuées. Victimes ont également été blessées,
dans la province de Kandahar, au sud du pays. Le scrutin à Kaabo a été reporté à la semaine prochaine après une explosion qui a coûté la vie, et rappelons-le, j'ai dit à le chef de la police. Plus de 9 millions d'électeurs Ahmed sont appelés à désigner leurs 249 députés malgré le climat de terreur qui règne dans le pays face à la menace des terroristes, des talibans, des djihadistes et des Daesh. Le président Ahmed Afghan Ashraf Ghani a rappelé néanmoins tenu à monter l'exemple ce samedi matin en allant voter dans une école de son quartier. Malgré l'importance du scrutin, Ahmed, les observateurs craignent un faible taux de participation. Et nous allons continuer toujours avec l'actualité internationale. Washington, donc, qui annule un nouvel exercice militaire en Corée du Sud. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, et son homologue sud-coréen, Jong Kong-do, ont décidé d'annuler l'exercice militaire vigilant, donc, prévu en décembre. Un geste envers Pyongyang visant à faciliter les négociations sur le programme nucléaire nord-coréen. Ces décisions s'inscrivent dans les préparatifs d'un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un après le premier historique du 12 juin à Singapour. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dit que ce nouveau tête-à-tête aurait lieu dans un futur très proche. Il devrait, a-t-il précisé, être précédé d'une dizaine donc de jours par une réunion à Washington entre lui-même et un de ses homologues nord-coréens. Et pour terminer, donc, ce matin, lancement des travaux de 4 stades pour la CAN 2021 en Côte d'Ivoire. Effectivement, Ahmed, 2 autres stades et 20 000 places doivent être construits à San Pedro, au sud-ouest de Corgo, à Bokwa, qui est la deuxième ville du pays actuellement. Stade va être rénové de sa capacité plutôt à près de 25 000 à 40 000 places, selon les chiffres du ministère des Sports. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les travaux du stade olympique Ibambe, 100 000 places, placés en lancé fin 2016, et l'actuel stade Félix Houphouët-Boigny doivent être rénovés cette 33e édition de la CAN. Rappelons que les stades des infrastructures associées doivent être livrés dans les 2 ans à Abidjan, excepté au total que la Côte d'Ivoire va investir, Ahmed, à peu près 200 milliards de francs CFA, soit environ 300 millions d'euros, Ahmed. Merci Samatar pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.